Donc, je vais vous expliquer comment la session va se dérouler. Donc, dans un premier temps, on va avoir une présentation de ma collègue à l'ambassade de France au Canada, Mme Nancy Guy. Et puis, après, on va avoir une présentation de Mme Adeline Meyer de la section consulaire ici à l'ambassade de France, à l'ambassade du Canada en France. Et puis, après ça, on aura une période de questions. Donc, on va passer tout de suite à la présentation de l'ambassade de France au Canada. Donc, je crois qu'on a un petit problème technique. On n'a pas d'image. Est-ce que Nancy, tu es là? Nancy demande si on l'entend. Donc, on ne la voit pas et on ne l'entend pas. Et ce qu'on peut faire en attendant que les problèmes techniques soient résolus du côté de l'ambassade de France, c'est qu'on peut passer tout de suite à la présentation de notre section consulaire ici à l'ambassade du Canada en France. Donc, sans plus tarder, je vais céder la parole à Mme Meyer. Oui, bonjour à tous. Donc, nous sommes le service consulaire de l'ambassade du Canada en France à Paris. Et nous sommes là donc pour aider, rendre des services aux citoyens du territoire français. En premier conseil, lorsque vous allez arriver en France, je vous invite tous à vous enregistrer en tant que citoyen canadien à l'étranger. Donc, comme vous pouvez voir à l'écran ici, vous avez donc qui existe en français également, dans les versions web et françaises. Vous avez un canadien à l'étranger. Donc vous avez juste à cliquer ici pour vous enregistrer et mettre les détails de vos informations, c'est-à-dire où vous allez vous trouver, à quelle date. Vos informations, toutes vos coordonnées sont bien sûr confidentielles. Ça ne sera pas divulgué. Ça vous permettra d'une part d'être informé des changements vous concernant sur le territoire français. Vous serez averti de situations d'urgence ou des situations compromettantes sur le territoire français, comme par exemple les derniers envoiements avec Charlie Hebdo. Donc, ça veut savoir comment gérer la situation et puis aussi de savoir comment réagir, ce que vous avez à faire en tant que citoyen canadien sur place. Ça vous permet d'être informé de toutes les nouvelles choses sur le territoire français. Et ça, bien sûr, je répète, reste confidentiel, mais je vous invite à le faire dès que possible, de vous enregistrer en ligne. Ensuite, vous avez un site, donc voyage.c, où là, vous allez retrouver diverses informations de voyage et de tourisme. Donc, vous avez plusieurs informations pour les citoyens à l'étranger qui vont des simples formalités administratives, les assurances, aussi sur comment faire les choses quand vous allez retourner au Canada, etc. Donc là, je vous invite aussi à vous rendre sur ce site, qui est bien sûr en français et en anglais également, où vous retrouvez notamment ici formation en tant que citoyen canadien à l'étranger. Vous avez également une application mobile qui est téléchargeable, qui en fait vous permet également aussi d'être averti de toute situation en tant que citoyen canadien à l'étranger. Vous pouvez la télécharger dès maintenant. Elle sera très prochainement remise à jour avec de nouvelles choses, de nouvelles disponibilités au courant du mois de juin.
et vous pouvez déjà la télécharger en ce moment. Et puis, bien sûr, donc ça, ce sont on va dire, les informations de base à vous donner pour votre arrivée. Mais le consulat donc, est là pour vous aider tout au long au Canada à Paris. Des informations de service d'urgence, si toutefois, j'espère que ça ne vous arrivera pas à être volé. Bien sûr, nous avons un service de passeport et nous avons divers autres services donc à l'ambassade à Paris. Donc là, je vous invite à aller sur le site où vous allez retrouver tous les éléments pour les citoyens canadiens à l'étranger. Voilà. Peut-être que vous avez des questions. Alors, merci Adeline. On va voir si notre collègue... Est-ce que vous m'entendez? L'ambassade de France est là, donc on va lui donner la main. Est-ce que tu m'entends? Alors, Nancy, je t'entends très bien. Je te vois très bien aussi. Okay. Donc, je vais couper mon micro et je vais laisser faire. Ok, merci. Bonjour tout le monde, je suis Nancy de l'ambassade de France. C'est moi qui vous ai envoyé un email dans les derniers jours pour vous informer de votre affectation en tant qu'assistant de langue en France. Aujourd'hui, je vais vous présenter les démarches à accomplir avant le départ. Et oui, vous ne trouverez pas le PowerPoint tout de suite, là, je vais le lancer. Et puis aussi, les étapes à faire une fois arrivé en France. Donc, tout d'abord, il faudra commander votre certificat de naissance, attendre de recevoir l'arrêté de nomination. Je vais vous démystifier un peu l'arrêté de nomination. Ensuite de ça, il faudra contacter votre établissement. Je vais vous donner des exemples de questions à poser lorsque vous les contacterez pour faciliter votre arrivée en France. Comment faire la demande de visa, souscrire à une assurance complémentaire, une liste de documents à apporter et quelques conseils généraux. Donc, d'abord, le certificat de naissance. Alors, ceux qui ont un certificat de naissance du Canada, ça ne pose aucun problème. Il peut être en anglais ou en français. Si vous avez, par exemple, un certificat de naissance d'un des pays européens, de l'Union européenne, ça ne pose pas de problème non plus. Pour ceux qui ont des certificats de naissance qui viennent des pays qui ne sont pas membres de l'Union européenne, comme par exemple la Chine ou le Vietnam, ces gens-là vont devoir commander leur certificat de naissance dans leur pays d'origine et ensuite aller sur cette liste-là ici sur Internet. Est-ce que tout le monde voit le PowerPoint? D'accord. Perdez pas trop de temps à essayer de télécharger le PowerPoint à côté dans les fichiers. On va vous envoyer cette semaine ou en début de semaine prochaine l'enregistrement des sessions et vous allez avoir tous les documents aussi avec. Donc, je disais, pour ceux qui viennent d'un pays étranger à l'Union européenne, devront faire traduire leur certificat de naissance par un traducteur qui est dans cette liste ici. Ensuite de ça, moi, je recommande à tout le monde d'avoir une traduction en français de votre certificat de naissance parce que c'est pas tout le monde qui est bilingue en France. Des fois, ça peut être compliqué. Donc, moi, je recommande à tout le monde d'avoir une version en français. On demande le certificat de naissance long, c'est-à-dire que le nom des parents doit apparaître sur le certificat de naissance. Pour commander votre certificat par province de naissance au Canada, je vous ai mis l'adresse web ici. Donc, vous y allez, vous sélectionnez votre province et puis vous pourrez faire venir votre certificat. L'arrêté de nomination. Ça, c'est le document que vous recevrez cet été pour vous dire dans quels établissements vous allez enseigner. Donc, ici en haut, où est le numéro 1, en haut à gauche, vous allez voir le nom de votre académie. Ensuite, le numéro 2, ici à peu près, ça va être le nom de votre établissement de rattachement parce que vous pouvez être placé dans 1, 2 ou 3 établissements différents, mais vous allez avoir un établissement duquel vous allez dépendre administrativement.
Ensuite, ici, sur la troisième ligne, le chiffre 3, vous allez avoir une liste de sigles sur les écoles dans lesquelles vous allez enseigner. Par exemple, si c'est écrit CLG, c'est collège. Donc, vous allez enseigner dans un collège avec des enfants de 11 à 15 ans. Si, par exemple, c'était LYC, ça veut dire que vous allez être dans un lycée pour les 15 à 18 ans. Ensuite de ça, la ligne juste ici, où correspond le numéro 4, ça va être le pourcentage d'heures à effectuer dans chaque établissement. Donc, par exemple, 80% ou 75% dans l'établissement principal et puis 25% dans un deuxième établissement, par exemple. Ensuite de ça, ici, si vous êtes nommé dans plusieurs établissements, les noms d'établissements vont apparaître ici. Et puis, bien important d'avoir le cachet ici, le sceau, le tampon de la directe. C'est obligatoire pour les ressortissants qui ne sont pas ressortissants de l'Union européenne. OK. Ensuite, quand vous recevez votre arrêté de nomination, il faut prendre contact avec l'établissement. Il faut noter qu'en juillet et août, les établissements ou la plupart des établissements sont fermés. Donc, une fois que vous recevez l'arrêté de nomination, avant le mois d'août de préférence, même si vous le recevez plus tard, essayez quand même de contacter l'établissement. Je vous ai mis ici l'adresse web qui est l'annuaire, en fait, de tous les établissements primaires et secondaires en France. Donc, une fois que vous avez vos établissements sur l'arrêté de nomination, vous faites une recherche ici si jamais vous n'avez pas le email de la personne responsable sur votre contrat. Faites une recherche ici dans l'annuaire pour l'établissement pour récupérer le email pour leur écrire. Vous leur envoyez un email, pour accepter que le poste, pour leur signifier que vous acceptez de prendre la position à l'automne, pour poser des questions importantes aussi pour préparer votre arrivée, telles que avoir les noms, téléphone et courriel de la personne que vous devez contacter quand vous arrivez en France. Donc, en principe, vous devriez avoir une personne référente, un tuteur qui est responsable de vous. Demandez aussi où est-ce que vous devez vous rendre en arrivant. Une autre chose aussi qui peut être importante, c'est d'avoir les coordonnées de votre prédécesseur, donc l'assistant qui était là avant vous. Ça peut être utile d'échanger avec lui. S'il a donné l'autorisation à l'établissement, ils vont vous communiquer ses coordonnées. Aussi, question importante quand vous allez les contacter, c'est de discuter des possibilités de logement dans la ville où vous allez être affecté. Est-ce que l'académie, par exemple, fournit un hébergement ou est-ce qu'on vous aide à vous trouver de l'hébergement? Est-ce qu'il y a de l'hébergement, par exemple, qui est fourni par la ville dans laquelle vous allez être affecté? Bref, votre établissement pourra vous aider beaucoup là-dessus. Je vous ai envoyé aussi le lien Internet pour chaque académie selon laquelle vous êtes nommé. Et vous pouvez aller voir le site aussi. Il y a une page qui sont faites pour les assistants étrangers. Une autre question importante, c'est où sont les aéroports et les gares ferroviaires les plus près de votre lieu d'affectation. Et également, la plupart des académies offrent un stage d'accueil à l'arrivée. Ça peut être une journée, ça peut être 2 jours. Donc, il faut demander s'il y aura un stage d'accueil et si oui, à quelle date. Pour le visa, donc on a 3 consulats de France au Canada. On a un à Vancouver, un à Toronto et un à Montréal. Pour ceux qui dépendent du consulat de Vancouver, c'est les provinces de Colombie-Britannique, Alberta, Saskatchewan, etc. Vous avez ici le lien où vous pouvez postuler pour votre visa. Donc, vous allez avoir la liste des documents à fournir. Ici, même chose pour le consulat à Toronto, c'est pour les provinces de l'Ontario et du Manitoba. Pour le consulat général de France à Montréal, c'est le Québec et puis les provinces maritimes et Nunavut. Et vous avez le lien ici encore pour aller faire votre demande. Le visa que vous allez recevoir, c'est un visa long séjour de type D qui vous permet de voyager dans l'espace Schengen pendant votre séjour en France. Donc, vous pourriez partir, par exemple, le week-end pour aller visiter l'Allemagne, par exemple. Le coût du visa est de 99 €, environ 135 $ canadiens. Mais en principe, on a une entente qui date de plusieurs années avec les consulats et le visa pour assistant devrait être gratuit.
J'ai vérifié avec le consulat de Toronto avant hier, qui m'ont confirmé que c'était bel et bien le cas. Le visa est encore gratuit. Donc, si jamais, moi, je vais rappeler au consulat de Montréal et Vancouver que le visa d'assistant est gratuit, parce que les consuls changent souvent, et puis bon, l'information peut se perdre en route. Mais quoi qu'il en soit, si on vous demande de payer votre visa, juste m'envoyer un email à ce moment-là et je leur rappellerai. Ensuite, une autre chose importante, c'est de bien prendre rendez-vous avec le consulat de votre affectation en ligne aussitôt que vous avez votre arrêté de nomination. Ensuite, quand vous allez aller retirer votre visa en personne, vous allez avoir ce qu'on appelle les données biométriques, donc ils vont prendre empreinte digitale notamment. Et puis le visa, c'est matérialisé par une vignette qui va être collée dans une des pages de votre passeport. Ensuite, pour la demande de visa, donc il faut fournir les originaux plus 2 photocopies de chacun des documents. Vous allez avoir besoin du formulaire visa de long séjour qui est disponible en ligne sur les liens que je vous ai donnés précédemment. Une photo d'identité en couleur qui date de moins de 3 mois. Votre passeport original, plus une photocopie des pages principales. Celui-ci doit être valide au moins 3 mois après la fin du séjour en France. Un justificatif de votre situation régulière au Canada, ça ne concerne pas les Canadiens, évidemment, donc ceux qui ont, par exemple, une carte de résident permanent ou qui sont sous un permis d'études ou permis de travail. Votre arrêté de nomination et le formulaire spécifique de l'OFI. L'OFI, c'est l'Office français pour l'intégration et l'immigration. C'est un formulaire qui vient avec la demande de visa. Vous allez devoir remplir la partie du haut et le consulat va mettre son tampon sur la partie du bas. Il va vous rendre le document avec votre visa. Et vous devez apporter ce document avec vous en France car vous en aurez besoin pour vos démarches. Nous recommandons aussi de s'acheter une assurance avant de partir. Une assurance accident, maladie, rapatriement et décès. La raison en est fort simple, c'est que la sécurité sociale va vous couvrir pour vos frais médicaux en France, mais pas à 100%. Par exemple, les frais d'hospitalisation, c'est couvert à 80%, donc il y a encore un 20% qui est à votre charge. Donc, si vous prenez une assurance voyage ou encore la MGEN, qui est une mutuelle à laquelle les assistants peuvent cotiser, ben eux, en fait, ils remboursent la différence de ce que la sécurité sociale ne paye pas. Donc, il y a aussi les assurances qui viennent avec les cartes de crédit, mais il faut s'assurer d'acheter le billet d'avion avec la carte de crédit pour que l'assurance soit valide. Je vous ai fait une petite liste de documents à apporter avec vous en France, des documents qui vous seront probablement indispensables, comme par exemple, évidemment, les cartes de crédit. On vous dit de téléphoner aux cartes de crédit avant votre départ pour les aviser de votre séjour, pour éviter qu'ils bloquent votre carte. Ensuite, vous pouvez apporter avec vous un budget pour couvrir le premier mois, donc le premier mois de loyer, les abonnements téléphone, la caution du loyer, on en parlera plus tard. Vous aurez aussi besoin d'une lettre de recommandation de votre banque en français. Ce n'est pas obligatoire, mais on le recommande fortement parce que quand vous allez ouvrir un compte de banque, vous êtes un étranger, donc avec une lettre de référence d'une autre banque, ça va vous aider. Une lettre en français d'une personne qui se porte garante pour le versement régulier de votre loyer. Donc, vous avez besoin d'une lettre d'une personne qui va se porter garant pour le cas où vous ne payeriez pas votre loyer. Donc, ça rassure les propriétaires parce que, bon, les étrangers, des fois, vous pourriez avoir l'option de revenir au Canada et avoir laissé 6 mois de loyer sans payer. Donc, c'est une garantie pour les propriétaires d'avoir ce genre de document-là. Vous apportez évidemment votre passeport et visa, le document OFI qui a été endossé par le consulat, votre arrêté de nomination, des photos d'identité au format passeport français,
une copie de vos documents d'assurance que vous aurez achetés avant votre départ et le certificat de naissance original ainsi que sa traduction en français. Et pour ceux qui veulent louer des voitures pour voyager ou pour se balader en France, vous pouvez apporter votre permis de conduire. Quelques conseils avant le départ. Ça nous a été inspiré par un des assistants qui est là cette année. Il nous disait, par exemple, de voyager léger, 2 valises maximum, une grosse valise et un sac à dos qui d'ailleurs pourra vous servir aussi tout au long de votre séjour. C'est vrai que ça ne doit pas être évident de partir avec 3 ou 4 grosses valises. Quand on a, bon, dans l'avion, ça va, mais après, il faut se déplacer dans Paris pour se rendre sur le lieu, dans la région de l'académie. Donc là, ça peut devenir un peu plus compliqué dans les transports en commun d'avoir beaucoup de valises. Une autre chose importante, c'est de vérifier s'il existe une entente entre votre institution bancaire canadienne et une institution en France. Par exemple, on sait que la Nova Scotia Bank a une entente avec la BNP. La Caisse Desjardins a une entente avec Crédit Mutuel. Donc, vérifiez avec votre banque avant parce que ça peut faciliter beaucoup les démarches si vous voulez faire des transferts d'argent, par exemple. Donc, vérifiez avec votre banque, avisez votre carte de crédit que vous partez pour un séjour en France de telle date à telle date. Apportez votre téléphone cellulaire parce qu'il paraît qu'il y a des compagnies en France qui débloquent les cellulaires pour 2 ou 5 euros par mois. En tout cas, il paraît que c'est pas cher, d'après ce que l'étudiant nous disait. Donc, je vous donne aussi les principales compagnies de téléphonie en France. Et puis, une chose qui pourrait être intéressante aussi pour vous, c'est de joindre la page Facebook des assistants étrangers en France. Et puis, vous apportez un peu d'euros en liquide, une centaine d'euros pour couvrir les premières dépenses en arrivant. Arrivé en France, vous allez devoir faire certaines choses. D'abord, la procédure au FI pour régulariser votre séjour en France, trouver votre logement, ouvrir un compte de banque, vous inscrire à la sécurité sociale et, si vous avez droit, à l'aide au logement. La procédure au FI. Donc, vous avez 1 mois après que vous êtes arrivé en France, maximum, pour envoyer votre dossier à l'OFI. Vous l'envoyez par courrier. Les adresses des bureaux sont derrière le formulaire OFI, donc dépendamment de où vous habiterez avec votre hébergement fixe, vous allez avoir une adresse OFI. Donc, il faut leur envoyer les documents suivants. Copie de la demande d'attestation OFI que vous avez reçue avec le visa, une copie des pages de votre passeport avec votre état civil, votre visa, puis le cachet qui indique la date d'entrée en France, une copie de votre arrêté de nomination et vous recevrez dans les semaines qui vont suivre une convocation à une visite médicale qui est obligatoire. Vous allez avoir, c'est dans un délai de 3 mois la visite médicale habituellement et c'est impossible de changer la date ou l'heure. Donc, il faut y aller, c'est vraiment nécessaire. Vous allez passer une visite médicale et votre visa long séjour sera transformé en titre de séjour. Donc, la visite médicale, c'est un examen sommaire avec un médecin agréé par la Sécurité sociale. Peut-être qu'on vous passera éventuellement une radiographie des poumons, mais c'est seulement, je dirais qu'ils ne le font pas systématiquement. C'est seulement en cas de doute. Et puis, des examens complémentaires si c'est jugé nécessaire. Vous devrez apporter lors de la visite à l'OFI pour votre visite médicale votre passeport, votre arrêté de nomination, votre demande d'attestation OFI que le consulat aura tamponné, une photo d'identité et un justificatif de domicile en France. Donc, ça peut être un reçu de loyer, ça peut être une facture d'électricité. Si vous habitez en famille d'accueil, par exemple, chez quelqu'un, vous leur demandez une attestation et vous copiez sa pièce d'identité. Donc, pour le programme d'assistant, on ne vous fournit pas de logement, donc le logement est à votre entière responsabilité, mais on vous donne quand même des sites là, qui sont recommandés où vous pourriez faire des recherches. Par exemple, pour un hébergement temporaire, lorsque vous allez arriver en France, je vous ai mis le site de Airbnb, parce que bon, il y a toutes sortes de locations, il y en a pour tous les goûts, tous les prix. Et puis, je vous ai mis aussi le site des auberges jeunesse. Donc, temporairement, le temps que vous trouvez un logement fixe,
vous pourrez vous trouverez quelque chose dans un de ces deux sites-là. Et puis, un autre site que je recommande, c'est citadimo.fr parce que pour ceux qui sont intéressés, par exemple, par une colocation, ce site-là propose à peu près tous les types d'hébergements imaginables, dont la colocation. Et puis ici, ce sont des sites de petites annonces où vous pouvez faire des recherches pour trouver votre logement, que ce soit au privé, par exemple. Je voulais vous parler un peu de la location dans le privé. Quand on visite un logement dans le privé, il faut, lors de la visite, noter certains points sur une page et inclure cette page-là à la copie du bail. Donc, quand vous faites une visite de logement, il faut tout vérifier. L'état général, vous assurez que tout fonctionne bien, les arrivées d'eau, les installations électriques, même tirer la chasse d'eau pour vous assurer que ça fonctionne. Regardez si les radiateurs, si le chauffage fonctionne, vous assurez qu'il y a une prise d'antenne pour la télévision et qu'il y a un accès Internet possible. Vérifiez aussi, par exemple, s'il y a une tache sur la moquette, il faut le mettre sur le document, sur l'état des lieux. Il faut voir aussi les papiers peints, la peinture, le recouvrement du sol, est-ce qu'il y a un gardien dans l'immeuble, où sont les boîtes aux lettres, est-ce qu'il y a du rangement, par exemple, extérieur pour les vélos, etc. Donc ça, c'est très important de vous assurer de vérifier tous ces points-là lorsque vous visitez un appartement dans le privé. Pour signer un bail, il faut vous assurer qu'au moins tous ces points-là sont sur le bail pour avoir un bail en règle. Et le faire en au moins 2 exemplaires, que chacun ait une copie. Donc, les éléments qui doivent figurer obligatoirement sur le bail sont les coordonnées du propriétaire, la durée de la location, la description du logement, et là, c'est ici que rentre en ligne de compte la feuille sur laquelle vous aurez pris des notes sur les bris éventuels, les réparations éventuelles à faire. Ensuite, s'il y a des parties communes, par exemple, si vous partagez la cuisine avec quelqu'un d'autre, il faut que ce soit sur le bail. L'usage qui sera fait des locaux. Bon, vous allez être étudiant, vous allez être assistant, donc ce n'est pas un usage professionnel. Ensuite de ça, le montant du loyer, la date à laquelle on paye le loyer, le montant des provisions sur les charges locatives, ça, c'est-à-dire si, par exemple, le propriétaire exige un dépôt en cas de bris pendant le temps que vous habitez là, il faut l'indiquer aussi sur le bail. Et le dépôt de garantie, c'est limité à 1 mois de loyer hors charge. Donc, le propriétaire ne peut pas vous demander plus d'1 mois de loyer payé à l'avance. Qu'est-ce que la caution locative et qu'est-ce que le dépôt de garantie? La caution locative, vous allez entendre ça quand vous allez visiter des logements en France, c'est la promesse qu'une autre personne va payer le loyer si vous ne le payez pas. Donc, c'est la fameuse lettre que je vous parlais dans la liste de documents au début. Et le dépôt de garantie, c'est-à-dire la caution, c'est un montant que vous, habituellement 1 mois de loyer maximum, que vous versez au propriétaire pour le cas où il y aurait des bris desquels vous seriez responsable pendant le temps que vous habitez le logement. Et donc là, à ce moment-là, les réparations seront prises sur le dépôt de garantie. Et tout ça, ça doit figurer aussi sur le bail. Ensuite, vous allez avoir à ouvrir un compte de banque pour plusieurs raisons. Présentez-vous au guichet de la banque de votre choix avec votre passeport. Votre procès verbal d'installation. Donc, le procès verbal d'installation, c'est un document que vous allez signer lors de votre premier jour dans l'établissement. En fait, c'est pour dire que vous avez pris que vous prenez vos fonctions. Vous allez avoir besoin d'une attestation de logement, donc une preuve de domicile. Et, comme je vous disais plus tôt, des lettres de recommandation de votre banque, si vous en avez, ça va vous aider. N'oubliez pas de demander des relevés d'identité bancaire, RIB. C'est très important, vous en aurez besoin pour vos futures démarches. Pour la sécurité sociale, comme je vous disais plus tôt, ça rembourse 80% des frais d'hospitalisation, 35 à 65% des frais pharmaceutiques et 70% des frais médicaux. Donc, pour vous inscrire, vous aurez besoin de votre certificat de naissance,
passeport avec visa, date d'entrée sur le territoire français et la vignette OFI. La demande se fait sur amélie.fr, mais je vous recommande de ne pas le faire seul, de demander à votre chef d'établissement, là où vous serez affecté en France, de vous aider à constituer votre dossier à la Sécurité sociale le plus rapidement possible parce que la Sécurité sociale peut mettre des mois à vous envoyer votre numéro. Et donc, s'il arrivait quelque chose entre-temps, vous ne seriez pas couvert. Donc, il faut le faire dans les plus brefs délais pour obtenir un numéro provisoire, donc qui sera effectif jusqu'à ce que vous receviez votre numéro définitif de Sécurité sociale. La demande se fait en ligne, mais il faut envoyer aussi un dossier papier. Pour le salaire, donc, vous avez vu que c'est environ 800 € net par mois. Vous pourrez toucher, si vous faites la demande avant le 10 octobre, vous pourrez percevoir 70 à 80% du montant de votre salaire pour le mois d'octobre. Sinon, vous serez payé en novembre, au complet. Donc, octobre et novembre. Et vous aurez besoin, pour percevoir votre salaire d'un RIB, de votre arrêté de nomination et de votre procès verbal d'installation. Enfin, l'inscription à la CAF, pour ceux qui pourraient être éligibles à une aide financière au logement. Vous avez 3 mois suivant votre installation en France pour faire la demande. C'est sur le site caf.fr. C'est basé sur les ressources et le montant du loyer. Ils vont vous rembourser environ le quart du montant de votre loyer. Le logement doit être à votre nom. Si vous êtes en colocation, tous les noms doivent être sur le bail. Mais quoi qu'il en soit, même si vous êtes éligible à l'aide pour le logement, le premier mois de loyer est entièrement à vos frais. Donc, il commence à payer à partir du 2e mois. Ce sera un remboursement mensuel dans votre compte bancaire. Et pour faire l'inscription à l'APL, l'aide personnalisée au logement, il faut d'abord être inscrit à la Sécurité sociale parce qu'ils vont vous demander votre numéro, avoir trouvé votre logement parce qu'ils vous demandent votre adresse permanente et aussi avoir ouvert un compte de banque parce qu'on va vous demander un RIB pour faire le dépôt à chaque mois. Et pour finir, je vous ai mis un exemple de budget mensuel parce que peut-être que les gens se disent qu'avec 800 €, ça ne doit pas être énorme. C'est vrai que ce n'est pas énorme. Vous allez vivre comme des étudiants, en fait. Mais on vous a fait un exemple de budget qui ne tient pas compte de l'aide au logement. Donc, si vous recevez de l'aide financière pour le logement, tant mieux. Mais on vous a mis, ça, c'est pas un budget sur Paris, évidemment. C'est un budget en province. Un loyer à 350 €. Les transports, la téléphonie, la nourriture, etc., on arrive environ à 745 € par mois. Et voilà, c'est terminé. Merci de m'avoir écouté. Est-ce que vous avez des questions? Merci beaucoup, Nancy, pour cette présentation éclairante. Donc, je voudrais juste rappeler aussi qu'il y a effectivement donc, un des collègues, qui est un ancien assistant de langue, qui a fait une vidéo donc, où il donne des conseils, une vidéo qui est sur YouTube. C'est vraiment bien fait, donc on va poster le lien vers la vidéo et je vous encourage à la regarder. Oui, donc, il faut vous présenter au consulat en personne. Il ne faut pas oublier aussi qu'entre juillet et août, donc il n'y a pas grand-chose, c'est assez au ralenti en France, donc c'est important, dès que vous allez avoir donc, votre lettre, de contacter immédiatement l'établissement donc au mois de juin pour prendre contact avec la personne qui est responsable. Oui, aucun problème. Vous pouvez m'envoyer un email là, sur l'adresse email que j'ai pris pour vous contacter pour votre affectation, pour n'importe quelle question. Et puis, dans le email que je vais vous envoyer avec l'enregistrement de ces sessions, vous allez avoir d'autres informations sur les contacts aussi, notamment ceux de l'ambassade du Canada.
devrait écrire la lettre de garant? Quelqu'un qui peut se porter garant pour vous, c'est-à-dire votre père, votre mère, quelqu'un qui peut démontrer suffisamment de fonds. Pour la lettre de l'OFI, ça vient avec la demande de visa. Vous remplissez la première partie et vous l'incluez dans votre demande de visa. Le consulat va mettre le tampon sur le formulaire OFI et vous le rendre avec votre visa. Et c'est ce document-là que vous apportez en France. Il y a quelqu'un qui pose une question. Qu'est-ce qu'on fait si on n'a pas de garant? Oui, moi pour le... Pardon? Il faut essayer, donc si on n'a pas de garant, de trouver un propriétaire qui va accepter de nous louer sans garant. Il y en a, donc il y a des propriétaires qui sont habitués de louer à des étrangers. Ils savent à ce moment-là que c'est plus difficile pour un étranger de trouver un garant donc sur le sol français. Alors à ce moment-là, ils vont accepter que vous n'ayez pas de garant. Ou encore, peut-être que c'est plus facile à ce moment-là de privilégier une option en colocation. Donc, si vos parents sont anglophones et qui vivent au Canada, ils peuvent effectivement être garants si le propriétaire l'accepte. Le meilleur temps pour acheter le billet d'avion, c'est aussitôt que vous avez reçu votre arrêté de nomination, pas avant, s'il vous plaît. Donc, la date limite pour aller au consulat. Voici, Jacques. Oui, le PowerPoint sera disponible après la session. Donc, Nancy va vous l'envoyer donc, par email avec la liste des liens qui auront été mentionnés pendant la présentation, pendant la période de questions. Pour la date limite pour aller au consulat, aussitôt que vous avez votre arrêté de nomination, il faut aller sur le site Internet du consulat pour demander un rendez-vous. Ça, c'est un must, il faut absolument, parce que vous allez voir, c'est très occupé à cette période-là de l'année. Et si, par exemple, il n'y a pas de rendez-vous pour les dates à laquelle vous voulez partir, il faut retourner plusieurs fois par jour, chaque jour, rafraîchir la page en cas d'annulation pour prendre le rendez-vous qui est disponible. Donc, je dirais que la date limite, il n'y en a pas vraiment dans la mesure où vous commencez vos démarches aussitôt que vous avez votre arrêté de nomination. Il y a quelqu'un qui dit que le groupe Facebook qui était pour l'année passée, il y a quelqu'un qui en a créé un hier pendant qu'on était en train de parler, pendant la session d'information. Il y a quelqu'un qui en a créé un pour cette année. OK. Donc, j'enverrai le lien. Donc, il y a une question, quelqu'un qui a une question à l'envers de MESA, qui a une question assez précise sur la carte de séjour. On va expliquer en novembre. Nancy, est-ce que tu peux répondre à ça? Sur la carte de séjour? Donc, Kathleen Alonso des MESA dit « Est-ce que vous savez ce que je devrais faire si j'ai déjà une carte de séjour, mais elle va expirer en novembre? » Vous êtes en France, c'est ça? De quoi qu'il en soit, si vous êtes en France et que vous avez une carte de séjour qui va expirer, il faut vous présenter à la préfecture pour la renouveler. Mais, moi, à mon avis, si vous êtes déjà en France présentement, vous allez devoir revenir au Canada pour venir chercher votre visa d'assistant. Les arrêtés de nomination vont arriver cet été, on espère avant le mois de juillet, bien qu'il arrive que les arrêtés de nomination arrivent en juillet aussi. Si vous voulez rester en France après avoir fini le contrat, est-ce que je peux demander de prolonger mon séjour quand je vais au consulat en août? En fait, le moyen de rester en France quand vous avez terminé votre contrat et que votre visa est expiré, c'est de sortir de la France, sortir de l'espace Schengen et de revenir. Et là, vous pourrez bénéficier de 3 mois sans visa. Vous pouvez aller à Londres, par exemple, qui est en dehors de l'espace Schengen.
Donc, il y a quelqu'un qui pose une question en disant si les académies sont fermées en juillet, en août, comment est-ce qu'on fait pour les contacter? C'est pour ça que c'est important de les contacter en juin. Est-ce que c'est possible d'apporter l'arrêté de nomination? Que ce soit le numéro de sécurité sociale provisoire ou actuel, c'est bon. Parce que je ne sais pas ce que vous entendez par numéro actuel, à moins que vous en ayez déjà un. Si vous en avez déjà un, il ne faut pas en demander un autre. Oui, tout à fait. Je ne l'ai pas mentionné dans la présentation, mais les passeports européens sont dispensés de visa. Pour le logement, est-ce que c'est meilleur d'attendre? Ouais. Oui, il faut, avant toute chose, il faut attendre votre arrêté de nomination. Ensuite, vous pourrez commencer les démarches visa et logement. Quand vous allez recevoir votre arrêté, une des premières choses à faire, c'est de contacter l'établissement et leur demander s'il n'y a pas un logement donc, sur place, parce qu'il y a certains établissements qui font des logements donc, pour les assistants de langue sur place. Donc, c'est important de vous informer. Pour vous préparer vos cours en classe, il y a des sites Internet qui sont recommandés sur le site du CIEP et sur France Canada Culture aussi, sous la rubrique Assistant. Il y a plusieurs sites qui sont mentionnés pour la pédagogie notamment. Si j'ai un passeport de Grande-Bretagne et un passeport canadien, est-ce que je dois avoir un visa de plus long séjour? Bon, avec le passeport Grande-Bretagne, vous n'avez pas besoin de visa. Donc, Ashley Acoba qui dit, est-ce que vous connaissez le titre d'une page Facebook pour le programme? Est-ce que c'est avec tous les autres participants? Oui, il y a une page Facebook donc, pour les assistants de langue en France, avec tous les autres participants de tous On va vous l'envoyer. Oui, vous pouvez seulement travailler 12 heures par semaine. Vous ne pourrez pas travailler plus que ça. Et vous ne pourrez pas non plus occuper un autre emploi. Oui, tout à fait. Quand vous avez votre numéro provisoire de sécurité sociale, vous pouvez postuler à la CAF. On va savoir si les autres assistants dans nos académies. Donc, c'est là que Facebook est intéressant parce que ça vous permet de dire, ben moi, je suis dans telle académie, et quelqu'un d'autre va dire, ah, moi, je suis dans cette académie-là aussi, etc. Et là, à ce moment-là, vous allez vous permettre de réseauter comme ça via Facebook. Pour obtenir le visa, ça peut prendre jusqu'à 10 jours ouvrables pour le visa. En principe, si votre dossier est complet, puis qu'il n'est pas problématique en soi, vous devriez recevoir votre visa là, lors de votre rendez-vous. Mais ça se peut, étant donné qu'ils sont débordés à cette période de l'année, que vous l'ayez peut-être 10 jours plus tard, ou à l'intérieur des 10 jours ouvrables. Donc, Lauriane Soutif qui dit, j'ai un peu mal compris, si j'ai un passeport français et canadien, est-ce que j'ai toujours besoin de visa? Oui, c'est qu'en principe, je l'ai vu sur le site web hier, ceux qui ont le passeport français ne devraient pas participer au programme d'assistant. Vous n'êtes pas éligible. Donc là, cette année, on vous a embauché quand même. Donc, il faut vraiment partir en tant que Canadien. Et donc, vous allez avoir besoin d'un visa. Qu'est-ce qu'on fait avec notre temps extra? Ben, du tourisme. Préparez vos cours. Et on dit 12 heures par semaine, mais si vous avez, par exemple, 2 ou 3 établissements différents, il faut quand même compter du transport aussi, là, du temps de transport en commun entre les cours. Est-ce qu'on peut faire une demande pour le CAF si on travaille maintenant? Est-ce que vous êtes en France?
Je devrais préciser ça parce qu'il y a une question. Bonjour, peut-on venir en France en juin pour profiter de l'été en tant que touriste, puis avoir le visa de travail après? On ne pourra pas vous envoyer votre visa en France. Donc, si vous allez en France pour du tourisme, il faudra revenir au Canada pour venir chercher votre visa. Donc, le mieux, c'est peut-être de faire le contraire, en fait. C'est de partir juste à temps pour votre programme d'assistant et de voyager, faire du tourisme après l'expiration du visa. Donc, Daniela Boyan-Indica qui nous dit qu'il y a un groupe Facebook assistant de langue 2015-2016. Merci beaucoup. Donc, est-ce qu'on reçoit l'arrêté de nomination par email? Habituellement, c'est par la poste, au format papier. Des fois, les académies me les envoient par email et là, je vous les fais suivre pour gagner du temps, mais c'est l'original qui compte, c'est le document que vous allez recevoir par la poste pour le visa. La CAF, c'est la Caisse d'allocation familiale. Donc, c'est eux qui sont responsables d'octroyer les aides pour le logement. 12 à chaque établissement. Non, c'est 12 heures pour les 3 établissements ou 1 ou 2 établissements. Non, vous ne pouvez pas obtenir d'autres emplois. Je suis désolée. La CAF vous rembourse environ 1/4 de votre loyer si vous êtes éligible. Et si on a un passeport européen, est-ce qu'on peut travailler plus de 12 heures par semaine? Oui, moi, je vois pas de problème parce que le problème du travail, c'est à cause du visa. Donc, en n'ayant pas de visa, mais si vous voulez être plus certaine que ce soit plus cadré, juste m'envoyer un mail, je vais vérifier avec le CIEP. Et est-ce qu'on peut choisir les jours où on travaille? La France, c'est un beau pays. S'il était là aussi. Il faudra vous entendre avec votre chef d'établissement pour les horaires. Est-ce que les écoles sont proches? Si on est placé, moi je dirais que je ne connais pas la France plus que ça, mais de l'expérience que j'ai eue des autres assistants, des fois les écoles peuvent être assez éloignées l'une de l'autre. Serait-il possible de venir? Non, malheureusement. Non, malheureusement, c'est pas possible. Et donc, merci beaucoup à Tiana Williams qui vient de poster l'autre groupe Facebook. Est-ce que je peux enseigner en ligne l'emploi canadien et l'emploi de tapis? Moi, ça ne me pose pas de problème. Il n'y a rien qui me choque dans le fait que vous donniez des cours en ligne au Canada. Est-ce possible de parler avec des assistants qui ont déjà fait le programme? Ben, les groupes Facebook servent à ça, justement. Ah, OK. Si je travaille au Canada maintenant, est-ce que c'est possible de demander le CAF? Est-ce que la CAF regarde votre salaire de l'année passée? Non, vous ne pouvez pas demander la CAF. Vous pourrez la demander quand vous aurez pris votre position d'assistant. Et puis, la CAF va regarder vos revenus actuels et le coût du loyer actuel. Donc, Ashley Copa nous dit 745. Est-ce que c'est normalement faisable pour les assistants? Le programme d'assistant a une centaine d'années. Donc, je pense que ça tient la route. Ça marche. Vous ne vivrez pas riche, évidemment, mais vous allez avoir le train de vie d'un étudiant. Lenny Albert qui dit puis-je avoir un emploi privé comme de la garde d'enfants ou du tutorat? La réponse officielle est non. C'est pas du travail privé, c'est du travail au noir, finalement. C'est ça. Alors, pour maintenant, on devrait attendre l'arrêté de nomination en juillet. Oui,
pour maintenant, la chose à faire, c'est de vous assurer que vous avez votre certificat de naissance et qu'il est traduit en français et attendre votre arrêté de nomination. Il est supposé d'arriver en et juin. Vous informer aussi peut-être pour des assurances. Pardon? Il est supposé d'arriver en juin, l'arrêté de nomination. C'est en juin ou en juillet, Nancy? On essaye que ce soit pour juin, mais des fois, il y a des académies, comme l'année passée, Versailles avait du retard, ils les ont eu en juillet. Donc, je ne peux pas garantir, là, mais ils essayent au moins de l'envoyer avant juillet. Vous ne recevrez pas d'email, vous allez recevoir votre arrêté de nomination, le contrat papier, qui va vous donner les noms des établissements avec l'adresse. Non, vous ne complétez pas l'application pour le visa en ligne. Vous prenez votre rendez-vous en ligne et vous vous présentez à votre rendez-vous avec vos documents visa. Donc, c'est une question. Si la prise de fonction ne se fait qu'à la rentrée scolaire, est-ce possible de venir en France de juin à août ou venir chercher le visa en septembre? Oui, mais aucun problème. En fait, si vous avez un certificat de naissance du Mexique, moi, je le ferais traduire en français quand même, mais vous n'êtes pas obligé de faire appel à un des traducteurs là, de la liste de la Cour de cassation. Donc, vous pouvez prendre n'importe quel traducteur et le faire en français. Je vais déménager le 1er mai, alors mon adresse va changer. Comment est-ce que je peux changer cette information? Alors, il faut m'envoyer un email et je vais aller changer votre adresse directement sur votre dossier. Et donc, quand l'Académie aura accès à la plateforme en ligne, qui verront votre dossier, ils auront l'adresse exacte. Quelle est la date? Moi, je dirais le meilleur temps pour arriver en France, c'est mi-septembre, 2 semaines avant votre prise de fonction. Donc, les gens sont en train d'écrire. Est-ce que vous pouvez donner un exemple de lettre de garant? Quel format? Qu'est-ce qui doit être écrit exactement? Donc, oui, ça, il existe déjà des gabarits de lettres. On pourra effectivement vous les faire parvenir. Alors, si en juin, juillet, votre situation change et que vous ne pouvez plus participer, juste m'envoyer un email pour me dire que vous ne pouvez plus participer au programme. Voilà. On essaie de combler tous les postes à cet ainsi de l'année. C'est pour ça qu'on demande de démissionner maintenant pour donner la chance à d'autres, puis pour pas que les établissements en France se retrouvent sans assistants. Mais bon, on comprend qu'il y a des choses, des fois, que c'est au-dessus de nous, là, on n'y peut rien. Donc, juste m'envoyer un email à ce moment-là et le poste ne sera pas affecté, c'est tout. Donc, est-ce qu'on peut arriver même la première semaine de septembre? Ou est-ce qu'on peut arriver... Si vous avez votre visa, il n'y a aucun problème. C'est trop tard pour partir en octobre, oui, parce que vous commencez à enseigner le 1er octobre. Est-ce qu'on peut traduire nos certificats de naissance? Nancy, est-ce qu'on peut traduire nos certificats de naissance? Oui, je réfléchis. Moi, ça ne me pose pas de problème. Là, si c'est un certificat qui est dans une des langues européennes, OK, vous pouvez le traduire vous-même. Mais si c'est quelque chose comme la Chine, par exemple, là, à ce moment-là, il vaut mieux faire appel à quelqu'un dans la liste que je vous ai donnée.
Donc oui, vous allez recevoir le PowerPoint par email. Combien de temps faut-il pour obtenir un visa? Je dirais un maximum 3 semaines. On peut travailler pendant l'été. C'est que vous ne serez plus en France pendant l'été. Donc, votre visa va expirer au 30 avril. Vous allez devoir revenir au Canada. Et si vous voulez travailler en France, vous pourrez partir avec un visa 2E, qui est le programme vacances-travail. Là, vous pourrez aller faire du tourisme et puis vous serez autorisé à travailler pour compléter vos ressources. Mais vous ne pouvez pas juste rester là après pour travailler. Ça, c'est pas possible. Donc, on a une question pour l'ambassade. Quoi faire quant à notre carte de santé provinciale canadienne qui expire 6 mois après notre sortie du Canada? Est-ce que vous avez une réponse pour ça? Quelle ambassade? C'est l'ambassade du Canada en France. Donc, ce que vous devez faire, c'est que vous devez contacter les services de santé de la province pour renouveler votre carte. C'est ça? Au retour, quand vous allez revenir au Canada. Est-ce qu'on peut faire du tourisme après notre contrat en mai? Oui, à condition de sortir. Donc, par exemple, aller en Angleterre, il faut sortir de l'espace Schengen et puis revenir en France. Et là, vous bénéficierez de 3 mois de tourisme si vous êtes Canadien. Si vous n'avez pas la nationalité canadienne, là, je vais devoir m'informer avec un service consulaire. Après ça, il y a Béatrice Fair qui a une question pour toi, Nancy, à propos du visa 2E. Je voudrais travailler pendant l'été. Bon, le visa 2E, je crois que vous pouvez l'avoir qu'une seule fois et vous ne pourrez pas juste rester à travailler en France après l'expiration de votre visa. Donc, je dirais a priori que non, c'est pas possible. Devrons-nous apporter nos police checks? C'est des certificats des extraits de casier judiciaire, je suppose. Ah, non. Des fois, ils le demandent pour les gens qui travaillent avec des mineurs. Donc, apparemment, non. Ah oui, non. Honnête. Non, on n'a jamais parlé. Donc, faire une demande de résident permanent à l'UQTR de travail ici après. Résident permanent. Je suis pas certaine que ça existe en France. Ça, c'est un truc canadien. Oui, c'est ça. Vous voulez dire immigrer en France? Pour ça, il faudrait contacter un de nos services d'état civil. Ça, j'ai vraiment aucune information là-dessus. Vous pouvez m'envoyer un email et je peux m'informer auprès de l'état civil. Savez-vous les pour les vacances d'hiver, ça dépend de l'académie dans laquelle vous êtes. Il faut aller voir sur le site du CIEP. Toutes les zones des académies sont là avec les congés. Rania donc vient de publier le calendrier scolaire, donc vous avez le lien dans le chat. Efficace. Oui, très efficace. Donc, il faut ouvrir un compte de banque français en arrivant en France. Oui, c'est recommandé de faire ça. Ouvrir un compte de banque français en France. Si on part en mi-septembre pour ajuster, puis retourne au Canada et revient à la France juste avant l'octobre, est-ce que le visa commence? Je ne suis pas certaine que vous ayez un visa à entrée multiple. Va falloir que je vérifie avec le consulat, parce que si votre visa n'est pas à entrée multiple, une fois que vous allez être sorti de la France, vous ne pourrez pas y revenir. Donc, on va s'informer pour bien cadrer ça. Donc, m'envoyez un email, s'il vous plaît. Okay.
Donc, pouvons-nous obtenir le visa d'un consulat français dans un pays qui n'est pas le Canada? Oui, en principe, pour les étudiants, ça ne pose pas problème, mais pour le programme d'assistant, je suis à peu près certaine que vous devez faire votre demande au Canada. Donc, la réponse, c'est non, il faut qu'il soit au Canada. Oui. Si on est né au Canada, vous recommandez de faire traduire le certificat de naissance en français? Oui, moi, je le recommande quand même parce que c'est pas tout le monde qui est bilingue en France et puis il y en a qui pourraient décider de faire des problèmes. C'est pas une nécessité, mais moi, je vous demande quand même de le faire. Si vous voulez pas engager de frais pour le faire, vous pouvez le traduire vous-même et puis sur une page à côté, on appelle ça une traduction libre. Et pouvons-nous faire du bénévolat en France? Non. Après ça, il y a une question d'Ashley Acoba. Donc, pour clarifier, on reçoit notre arrêté de nomination et puis on planifie un rendez-vous en ligne et puis en personne. C'est ça? Oui, le jour de votre rendez-vous en ligne, vous vous présentez en personne avec votre dossier. Donc, il y a Mustafa Kamalidine qui nous dit: Do I have to apply for the visa from Canada? If I am on a climbing, hiking trip in Europe, can I apply for a visa from a European country? Non, pour le programme d'assistant, vous devez faire votre demande au Canada. Il y a d'autres questions qui arrivent. Dès que vous allez avoir l'arrêté, c'est très important de contacter l'établissement pour connaître le nom de la personne qui sera votre contact dans l'établissement. C'est une personne qui peut vous aider beaucoup au niveau des questions de logement, des questions de procédures administratives et tout ça. Donc, est-ce qu'on peut arriver en France en août? Si vous avez le visa, oui, il n'y a pas de problème. Mais habituellement, c'est vers le mois d'août que les visas sont délivrés. Il y a une question de Tasmin Saïd. Bonjour, I'm just running the makeup. Parce que vous aviez les examens. I've just finished. I've read in terms of housing, many schools offer housing at a reduced rate or free of charge. How do we get into contact with the partners to find housing? Ben, en fait, c'est quand vous allez recevoir votre arrêté de nomination et que vous allez les contacter. Et là, vous pourrez leur demander s'ils fournissent un logement. Si notre papa est dans une académie outre-mer, est-ce que c'est possible de voyager hors du pays, dans des pays non Schengen, pour le tourisme en vacances? Oh, il va falloir que je vérifie. À mon avis, non. Parce que le visa permet de voyager dans l'espace Schengen et pas n'importe où. Donc, à mon avis, si vous sortez du territoire, vous ne pourrez plus revenir. Donc, merci de m'envoyer un mail. Je vais vérifier avec le consulat quand même avant. Pouvez-vous nous donner une idée de ce que nous ferons dans la classe? Ben, essentiellement, les assistants font la conversation, hein? Mais ça peut être des ateliers aussi, ça peut être ce qu'on appelle des workshops, là, de travailler avec des petits groupes d'étudiants sur des exercices en commun. Mais votre rôle principal, c'est vraiment de faire la conversation. Donc, pourquoi c'est pas possible de faire du bénévolat? Parce que c'est considéré comme un emploi. Pour la visite médicale, dois-je apporter des copies de mes vaccins? Non, c'est pas nécessaire, mais si vous avez votre carnet de santé, ben oui, vous pouvez l'apporter. D'ailleurs, c'est toujours mieux de l'avoir avec soi quand on voyage. Pouvons-nous changer l'académie qui nous a aidé à signer? Question de Victoria Mylène. En principe, non, parce que les académies ont été prévenues de vos candidatures, donc c'est pas possible. Par contre,
j'ai des démissions et si jamais vous voulez changer d'académie, juste m'envoyer un email pour me dire quelle académie vous aimeriez avoir. Et si j'ai une démission dans cette académie-là, je vais vous le donner. Sinon, ben, ça ne sera pas possible. Donc, il y a quelqu'un qui pose la question, c'est quoi l'espace Schengen? C'est seulement la France. Et donc, il y a Asher Goldstein qui a répondu, Schengen, c'est l'Europe de l'Ouest, effectivement, en excluant l'Angleterre. Si vous allez en Angleterre, vous sortez de l'espace Schengen. Et la Suisse aussi, qui n'est pas dans l'espace Schengen. C'est Schengen maintenant? Donc, excusez-moi, la Suisse est Schengen maintenant. Est-ce qu'on pourra peut-être assister plusieurs fois? 2 fois, maximum. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, de toute façon, on va vous envoyer donc, dans un courriel les enregistrements des 2 sessions d'information, parce qu'on en a fait une hier aussi, comme vous savez. Donc, vous pourrez les regarder. Si vous avez encore des questions dans le courriel que Nancy va vous envoyer, il va y avoir aussi tous les liens, on va en parler. Et si vous avez encore des questions, à ce moment-là, vous pouvez nous contacter. Est-ce que le test peut être exécuté avant notre arrivée en France ou après nous arrivons et nous avons enregistré avec vous le français SS? De qui, là? C'est qui que tu lis? C'est la question de Sorina Choiren. Est-ce que le test médical peut être exécuté avant notre arrivée en France? Non, le test, l'examen médical doit être fait par un médecin agréé par la Sécurité sociale pour valider votre séjour en France. Donc, la visite médicale est obligatoire à nos filles quand vous arrivez. Donc, c'est inutile de le faire avant de partir. Est-ce que la page Facebook pour les assistants en France est mise à jour? Je crois que oui, elle est mise à jour par le CIEP, entre autres. Et puis, il y a Fevrona qui vient de poster donc, des outils pédagogiques qui sont sur le site de l'ambassade du Canada en France. Donc, une question de Sarah Caté. Alors, pourrait-on renouveler son contrat pour 1 année de plus pour pouvoir rester en France pour 2 ans au total? Oui, ça c'est possible. Il y a une procédure pour le recrutement qui se fait au printemps. Vous allez recevoir la newsletter des assistants et puis dessus, au mois de mars ou avril, je crois, on vous demande là, de remplir les documents pour ceux qui veulent renouveler pour une autre année. Très bien. Est-ce qu'il y en a beaucoup qui renouvellent? Une quinzaine. Okay. Très bien. Donc là, il y a d'autres questions qui sont en train d'arriver. Comme je le disais, c'est très important de contacter tout de suite l'académie, les établissements dès que vous allez recevoir la lettre. Puis, vous pouvez à ce moment-là poser toutes les questions que Nancy a incluses dans sa présentation. Si on renouvelle le contrat, est-ce qu'on doit revenir au Canada pendant les mois de mai à septembre? Non. Donc, on serait sur la liste d'attente si on voudrait être une assistante la 2e fois? Non. C'est traité aussi dans les dossiers prioritaires. Mais il faut qu'il y ait 1 année d'abattement entre les deux. Il faut que ça fasse 1 année que vous êtes au Canada pour qu'on considère votre candidature. Non, vous n'avez pas besoin d'appliquer pour un police check. Donc, nous recevrons le contrat avant d'arrêter à contacter notre académie. Donc, dès que vous allez recevoir l'arrêté, vous contactez votre académie. J'ai une quarantaine de personnes sur la liste d'attente. Encore des questions qui arrivent. Il nous reste encore 5 minutes.
On va prendre des questions encore pendant 5 minutes. Donc, l'arrêté de nomination qu'on reçoit en juin, ça inclut les écoles ou l'école où on enseigne. Oui, c'est bien ça. Vous allez avoir l'adresse des établissements. Okay. C'est important aussi quand vous arrivez en France de vous inscrire donc, sur le site que Adeline vous a montré tantôt, donc, pour l'inscription des Canadiens à l'étranger. Ça permet de maintenir le contact avec vous et de vous aviser en cas d'urgence. Combien des heures peut-on travailler chaque semaine? C'est 12 heures par semaine. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions? Est-ce qu'il y a des informations à propos enregistrer la fille dans l'école? Donc, est-ce que quelqu'un peut venir avec sa fille et puis Oui, j'en ai une qui vient avec sa fille. Il faudrait contacter l'académie et parce que vous allez devoir l'inscrire dans le lycée ou l'école maternelle la plus près de votre domicile. Donc, quand vous aurez trouvé votre domicile fixe, mais même avant, quand vous allez en parler avec l'académie cet été, leur mentionner que vous avez une fille et puis avoir une idée à peu près là, dans les écoles dans lesquelles elle pourra s'inscrire, mais surtout leur demander la procédure pour l'inscrire. Qu'est-ce que vous devez faire pour l'inscrire dans une école près de chez vous? Et après, il y a Zénab Hussein qui nous dit: est-ce qu'on reçoit un courriel de confirmation après avoir confirmé le poste? Non. Non, non. Encore quelques questions. Il nous reste 3 minutes. Est-ce que c'est mieux de téléphoner notre superviseur ou d'envoyer un email dès qu'on reçoit le contrat? Moi, je recommande le email. Comme ça, il y a une trace écrite. C'est toujours important d'avoir des traces écrites. Est-ce que le salaire, c'est 700 € par mois? C'est à peu près 800 € par mois, en fait. C'est 794 net. Il nous reste encore 2 minutes pour les questions. Si vous n'avez pas le temps de poser votre question, n'hésitez pas donc à nous écrire. Vous pouvez aussi contacter les anciens du programme via Facebook. Je suis certain pour avoir beaucoup de réponses à vos questions. Surtout ceux qui sont dans les mêmes académies que vous. C'est intéressant d'avoir un retour sur expérience de leur part. Il reste encore 1 minute. Devrions-nous chercher un logement dans la plus grande ville de la région dans laquelle nous avons un contrat? Ben moi, je vous recommande plutôt de chercher un hébergement le plus près possible des écoles où vous allez enseigner. Donc, de toute façon, votre logement fixe, vous allez le trouver juste une fois que vous serez rendu en France. Après ça, vous avez dit qu'il y a une vidéo faite par une personne qui a fait le programme. Est-ce qu'on peut le voir? Oui. Donc, on va vous envoyer le lien de la vidéo. On l'a déjà envoyé. Il est plus haut dans le chat. Si Stéphane peut le remettre non, il n'est pas dans la façon de lier ici. Voilà. Quelqu'un qui l'a remis, Ashley l'a remis. Merci beaucoup, Ashley. Est-ce que c'est facile de rencontrer les autres assistants? Si vous passez via Facebook, ça devrait être assez facile. Et merci beaucoup, Moustapha. Ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir de faire cette session d'information. Il est 18h45. On va
on va arrêter ici. Donc, on a un petit sondage à vous. Donc, il y a un sondage qui va apparaître qui vous demande si c'était utile pour vous. Donc, on vous demande d'y répondre, s'il vous plaît. Et puis, ben, écoutez, on espère vous rencontrer quand vous serez en France. Merci beaucoup tout le monde. N'hésitez pas à m'envoyer des mails. Au revoir.